Bonjour à tous. L'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on va passer un petit moment ensemble pour voir qu'au final, Java et Kubernetes peuvent passer un très bon moment. Et donc, on va voir ça autour des opérateurs en Kubernetes. Alors, la première chose que je voulais faire, c'était remercier CloudSuite d'avoir sélectionné mon talk et de me permettre de vous le donner là. Et puis aussi de vous remercier, vous, de venir me voir et j'espère, passer un bon moment ensemble. Avant de commencer, je vais mettre deux, trois choses au point avec vous pour qu'on parle le même langage. Et justement, moi, je vais avoir la première partie du talk qui va être assez rapide, va être consacrée à plutôt expliquer et présenter ce que sont les opérateurs pour qu'on parle le même langage. Et j'ai pas la prétention d'être un expert cube, hein. Je suis pas un ops ni un expert Kubernetes, je suis plutôt une casquette développeur. Donc je vais l'expliquer avec mes mots. Alors je vais essayer de pas dire de bêtises, hein, c'est quand même le but. Mais en tout cas, je vais le faire avec des mots plutôt développeurs. Donc il y a peut-être des choses qui sont pas hyper carrées comme on pourrait l'avoir dans les docs. Mais l'important, c'est qu'on se comprenne. Donc au final, avant de voir un peu de démo, c'est de se dire, mais c'est quoi un opérateur? Moi, quand j'entends ce mot-là et quand j'ai été voir un peu ce que ça faisait en diagonale dans une doc, je pensais à ça, et puis aussi à ça. Et en fait, c'est surtout à ça que maintenant ça me fait penser, et notamment le fait de dire, alors qu'il n'est pas nouveau dans l'informatique, on fait des applis pour remplacer des actions humaines souvent qui sont rébarbatives, mais en fait, pour moi, un opérateur, son objectif principal, c'est de pouvoir éviter de faire des choses manuelles et si possible qui sont soit rébarbatives, soit qui sont génératrices de bugs. Et dans le monde Kubernetes, moi il y a un truc qui me saoule un petit peu, c'est le nombre de manifestes qu'on doit écrire, notamment en YAML, qui souvent sont pas toujours simples à comprendre et surtout on a quand même de fortes chances de se tromper soit sur l'indentation, soit sur la valeur. Et donc pour moi l'idée vraiment de l'opérateur c'est ça, c'est de simplifier la vie en fait. Alors on entend parfois, je le dirais de temps en temps, de faire de l'ops. L'idée c'est pas de remplacer les ops. Pour moi, c'est d'enlever toute valeur rébarbative et de garder simplement l'humain pour faire des choses que seul l'humain peut gérer par son expertise. Donc pour qu'on parle un peu le même langage et puis que normalement en présentiel j'aurais fait quelques petits sondages à main levée pour savoir un peu ce que vous connaissez des opérateurs. Là je vais me permettre de juste replacer des bases pour qu'on comprenne bien après la démo qui aura lieu ensuite. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'un opérateur, c'est avant tout un pattern, c'est avant tout une documentation qui est clairement définie dans Kubernetes et du coup, je vais me permettre de citer deux passages et qui reprennent un peu ce que j'ai présenté avant. Donc l'idée, en fait, c'est un opérateur, son objectif, c'est de faire ce que ferait un humain pour gérer une application. Donc, comment on la déploie, comment on l'enlève, comment on peut aussi réagir si jamais il arrive quelque chose à cette application. Donc, clairement, l'opérateur, c'est son objectif principal. Et puis, dans la doc, on retrouve aussi cette notion dont je vous parlais juste avant, qui est de dire si on peut automatiser des choses, et on a énormément de choses à automatiser, de choses à répéter régulièrement quand on administre des applis et un cluster Kubernetes, et donc du coup c'est de le développer pour éviter que ce soit un humain qui le fasse. Donc ça c'est la base même du pattern, donc c'est dans la doc de Kubernetes et du CNCF, on voit qu'on est vraiment dans cette optique d'éviter à l'humain de faire des choses rébarbatives et qui sont bug prone au final dans la majorité des cas. C'est basé sur trois notions principales, donc les API Kubernetes alors si vous avez un peu manipulé de Kube que vous connaissez, puisque en fait tout est API dans Kubernetes et en fait l'idée c'est d'en ajouter à celles qui existent déjà. Donc il y en a qui existent qui sont très connus, les deployments, les services, etc. En fait l'avantage de marcher en API c'est que ça va nous permettre de modifier ou d'étendre le comportement de notre Kubernetes sans devoir aller faire une pull request sur le repo de Kube, de faire du Go, etc. Donc ça c'est super avantageux et c'est pour ça que c'est très puissant au final. C'est basé sur une ou plusieurs ressources, j'y viendrai juste après sur la notion de ressources, donc on appelle CRD. Et justement, ces CRD, ces Custom Resource Definition et ces Custom Resources sont une des bases de comment on va pouvoir dialoguer en fait avec notre opérateur et lui indiquer ce que l'on veut. Alors,
c'est là où je vais commencer à digresser sur des analogies avec le développement pour que en fait on parle le même langage. En fait, une custom resource définition, donc son petit nom, c'est une CRD. Pour moi, c'est une sorte de schéma. Et si je fais l'analogie avec le monde Java, en fait, c'est une classe pour des objets. Et donc, c'est son objectif, c'est de me définir comment va être structurée ma donnée. Ce n'est qu'une donnée d'ailleurs, ça ne représente qu'une donnée, mais ça va me permettre de définir comment elle est structurée. Dans mon cas ici, bon, j'ai tout un blabla YAML parce que on peut pas s'en empêcher. Et à un moment donné, au niveau de la flèche, je vois que je définis une donnée dans entre guillemets ma classe Hello World qui s'appelle name et qui est de type string. Et en fait, la custom resource de son petit nom CR, c'est pour moi l'objet qui a instancié ma classe, qui est représentée par ma CRD. Et j'ai un exemple ici, toujours un peu de blabla parce que sinon c'est pas cool, mais voilà, quelque part j'instancie la classe Hello World Custom Resource et je mets ma vraie valeur dans mon attribut name qui ici vaut Steph. Donc voilà, c'est vraiment la base et on va voir plus tard que cette Custom Resource va nous permettre de dialoguer avec notre opérateur. L'autre élément hyper important quand on veut faire un opérateur, c'est la boucle de réconciliation. C'est un mécanisme hyper interne de Cube, et notamment du pattern controller. Alors on verra que le pattern controller, au final, c'est une sorte de... Enfin, que l'opérateur, c'est un pattern controller survitaminé, mais au final, ça fait partie vraiment de ce pattern. Et là encore, je cite la doc Kubernetes parce qu'elle est plutôt bien faite. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire qu'à un moment donné, les contrôleurs, du coup, ils ont une sorte de boucle infinie, une control loop, qui va regarder l'état de ce qu'ils surveillent. Et leur objectif va être toujours que l'état d'origine dans lequel on lui a dit qu'il fallait être est bien respecté. Je prends un exemple tout bête. Quand on dit que je veux 2 pods, en fait, si j'ai un pod qui tombe, j'ai un contrôleur qui prend la main et qui dit attention, moi on m'avait dit que je voulais 2 pods, j'en recrée un. Donc typiquement, et ça c'est vraiment la base, et notre opérateur va devoir et va faire la même chose. Et on verra sur quoi il se base, notamment tout à l'heure. Au final, un opérateur, bah, c'est la somme de tout ce que je viens de vous dire. Donc il y a un schéma que qui vient de la doc du CNCF, et au final on voit qu'on a au centre un contrôleur, et puis on a des événements, on a aussi un état qu'on veut conserver, et puis on s'arrange toujours pour avoir cet état qui est toujours dans celui qu'on veut. Donc du coup on va retrouver nos API CRD et la CR et le contrôleur, parce que tout ça, ça va être le cœur de notre opérateur. Et puis ce qui est aussi indiqué dans la doc, plutôt une bonne pratique, c'est de gérer une seule application avec un opérateur. Alors, on verra en avançant et avec la notion qui deviendra de plus en plus claire, c'est qu'au fait, cette application peut être ou non déployée dans Kubernetes. Je peux avoir un opérateur dans Kubernetes qui va me gérer, je sais pas, des instances de base de données déployées sur des VM. Il y a pas de souci. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a vraiment, j'ai ma CR qui va me permettre de dire, moi, je veux que, je reprends mon exemple de mes pods. Si je dis, je veux que j'ai 2 pods, et ben en fait, mon opérateur, il va toujours s'arranger pour que j'ai que 2 pods de mon application. Dans mon exemple de base de données, ça pourrait être, je veux que ma base de données elle soit toujours up, et si elle n'est pas up, je la reconstruis. Dans la littérature, on trouve différents types d'opérateurs. Alors, l'image que je mets là est issue on en parlera d'un framework le plus connu pour faire des opérateurs. Dans la doc du CNCF, on en retrouve aussi, mais pas sous forme de niveau. En fait, c'est vraiment le framework qui a décidé de classer ça par niveau, donc c'est discutable. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le niveau 1 et 2, ça représente des opérateurs, on va dire, assez simples, qui vont simplement se charger d'installer, de mettre à jour et de désinstaller des applications. Et à partir du level 3, on va commencer à avoir de l'intelligence vraiment comme on pourrait avoir avec un humain sur un opérateur, et même sur l'opérateur en lui-même pour sa résilience. Donc nous, dans les démos, on va rester sur du level 2++, on va dire, parce que ça serait beaucoup trop long pour le faire là dans le cadre du talk. Je voulais partager avec vous une dernière chose, alors qui est peut-être super évidente pour vous si vous connaissez déjà les opérateurs, l'écosystème Kubernetes et tout ça, mais moi en fait, longtemps les opérateurs, quand je me suis documenté, je me suis dit bah c'est cool, c'est du Kube, donc faut que je fasse du Go, etc. C'est hyper interne, et on a vu là qu'en fait l'idée c'est plutôt de dialoguer avec Kubernetes, avec les API Kubernetes. Donc au final un opérateur, quand je vais le déployer dans Kube, c'est
uniquement un pod qui va exécuter une appli. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas lié à un langage en particulier. On entend beaucoup parler de Go, mais au final, et c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'on a plein de langages tant qu'on respecte ce qui est déclaré dans le pattern que je vous ai illustré tout à l'heure. Et il suffit, alors on met des gros guillemets parce que c'est pas simple, mais soit d'appeler les API cubes, soit d'utiliser, c'est quand même mieux, un client qui nous permet de se faciliter ces appels d'API pour pas avoir à tout réinventer. Et au-dessus de ces clients, en fait, on a des frameworks. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que tout ce que je vous ai parlé de boucles de réconciliation, etc., on va voir que les frameworks vont nous permettre d'abstraire encore les choses. Donc c'est plutôt sympa. Alors certains diront peut-être oui, mais du coup il y a beaucoup de magic code. C'est une réalité, on le verra dans la démo. Moi je trouve que l'avantage c'est que ça ouvre aussi pour des choses très simples, ça ouvre le spectre à des gens qui ne sont pas ceinture noire de Kubernetes, qui peut être quand même un écosystème assez effrayant quand on commence à mettre le doigt dedans. Donc les frameworks en fait, ils simplifient beaucoup le dev et le packaging. Ils sont beaucoup plus simples de prise en main que les API et que même les clients de toute façon. Ils permettent de se concentrer sur ce que moi j'appelle le code métier. Je reprends mon exemple de base de données, c'est-à-dire que mon métier, c'est de faire que ma base de données, elle s'installe, elle se paramètre, elle se désinstalle, voire que je l'opère, et pas de vraiment me concentrer sur comment tout ça va fonctionner, mon opérateur dans Kubernetes. Et le plus connu, d'où j'avais extrait l'image de tout à l'heure, c'est l'opérateur SDK. C'est un des plus connus, voire le plus connu, qui permet de faire donc les 5 niveaux d'opérateurs selon le langage que l'on souhaite. On a du Helm, de l'Ansible et du Go. Et au final, quand moi j'ai commencé à regarder ça, je me suis retrouvé un peu dans la position du ok, Helm je connais, mais ça a l'air assez limité. Go, je bidouille un peu, mais j'avoue que c'est pas forcément mon langage de prédilection. Et moi, c'est plutôt Java, quoi. Donc c'est un peu dommage. En plus, Java avait plutôt une mauvaise presse avec les écosystèmes plutôt cloud où il faut être hyper réactif, hyper résilient. Et au final, en fouillant un peu, moi j'ai découvert ce framework, le Java Operator SDK, alors qui est assez jeune, qui a 1 an et demi, 2 ans gros maximum, qui est communautaire, qui est fortement poussé par Red Hat. C'est pas un produit Red Hat, mais Red Hat est comme souvent, participe énormément à des projets communautaires et celui-ci, vraiment, ils font des chouettes trucs. Et donc, je m'y suis intéressé de près. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on peut faire un opérateur avec ce framework qui fait aussi bien que les autres au final. Avant de rentrer vraiment dans la partie dev, les principales fonctionnalités du framework, donc déjà ils embarquent le client Fabric 8. Tous les slides, il y a des liens, je vous laisserai aller voir, mais c'est juste pour moi en tout cas le meilleur framework Java pour dialoguer avec Kubernetes. C'est assez magique au final, on verra des petits exemples tout à l'heure. Il nous facilite beaucoup l'initialisation des projets, ce qu'on appelle le scaffolding, alors uniquement pour le mode Quarkus, mais en tout cas on a aussi, ça nous facilite beaucoup la création d'éléments qui sont toujours un peu pénibles à faire. On verra, moi ce qui est un des trucs que je trouve super, c'est la partie CRD où vraiment on a quasiment rien à faire, et le contrôleur où ça marche avec des annotations, des héritages, et après on laisse faire tranquillement l'extension Quarkus qui gère la crise pour nous. On verra que ça nous gère aussi notre boucle de réconciliation. Je vous l'ai dit, c'est un des patterns de l'opérateur. L'idée, c'était pas de faire une boucle while ou une boucle for et puis d'attendre que ça se passe. Il y a plein d'autres choses à faire. On a des petites fonctionnalités sympas comme l'exécution locale. Alors locale de l'opérateur, pas forcément des applications qui l'opèrent, mais ça nous apporte quoi? Ça nous apporte le debugger. Ça nous apporte aussi une rapidité de développement. On n'a pas à refaire l'image et à toute la déployer dans Kubernetes. Ça s'intègre très bien avec Spring Boot et avec du Java pur et du Quarkus. On verra que c'est quand même ça leur principale façon de l'utiliser. Et puis on package l'opérateur. Alors j'ai mis simplifié, mais pas simplifié, c'est qu'on a quasiment rien à faire pour le packager et le déployer vraiment sur notre cluster Kubernetes. Voilà. C'était pour la partie un peu théorique, un peu rapide, mais je voulais au moins qu'on ait cette base commune. L'idée, c'est de passer plutôt du temps sur la partie démo ensemble et de pas trop déborder par rapport au timing. On va avoir, je vais vous faire 2 petits démos ensemble. On va coder ensemble un premier opérateur qui va vraiment faire un Hello World, mais l'idée, ça va être de prendre en main ensemble
le framework. Donc je vais créer un projet Quarkus. On va créer 2-3 éléments de base, notamment la CRD et l'API. On verra un peu comment tout ça s'est simplifié. On va s'exécuter en mode local pour voir que sur une machine, ça se passe très très bien. Le fameux mode développeur Quarkus, pour ceux qui connaissent pas, vous verrez que c'est quand même le hot redeployment qu'on nous avait promis. Moi, j'ai commencé Java il y a 20 ans et qui marchait jamais et qui là est vraiment assez magique en termes de, on n'a rien à faire, on lance Quarkus une fois puis après il gère la crise. Et puis on ira jusque au packaging déploiement dans Kubernetes. Alors cette phase-là, je pense qu'on va certainement la sauter parce que comme j'ai une deuxième partie qui va être aussi plus dans Kubernetes, je pense que ça sert à rien de la refaire 2 fois. On va passer ensuite, après ce hello world, on va prendre le temps de passer sur un cas un peu plus réel, un peu qu'on aurait un peu plus envie de faire dans la vraie vie. Donc on va recréer une CRD et on va surtout déployer un serveur Nginx sur Kubernetes via notre opérateur, bien sûr. On verra ce qui se passe quand on supprime une ressource qui n'est pas monitorée en standard par Kubernetes et donc qui devrait être monitorée par un ops dans la vraie vie. On va packager, le déployer, pardon. Donc voilà un peu le déroulé des 2 petites démos que je vais vous faire. Donc du coup, on va passer à la démo. Alors c'est là où, comme je peux pas partager toute ma machine, on va croiser les doigts. Je vais arrêter ça et on va partager. Hop, donc ok, c'est bon, j'ai bien mon écran qui apparaît. Je vais juste, parce que je vous dis tout, j'ai une anti-sèche parce que sinon les joies de la démo font que en général on se déchire. Alors, je vais vous faire du guide coding en ce sens où, donc, à la fin, je vous donnerai le lien vers le repo GitHub qui permet. Alors, moi, je vois pas forcément le retour. Si c'est trop petit et que les gens disent que c'est trop petit, je veux bien qu'il y ait un orga qui me dise dans l'oreille que faut que je grossisse un petit peu. Je parle de mon IDE et pas de moi. Moi, ça va, j'ai déjà assez grossi. Mais voilà, vous me direz, faut pas hésiter. Quand je disais que je faisais du guide démo, donc c'est que ce repo va être disponible pour que vous puissiez jouer avec. En fait, il y a un README qui explique tout le déroulé de la démo que je vais vous faire. Si on affiche un peu les logs, en fait, j'ai l'histoire de la démo qui est dans les commits. Donc, il faut bien sûr la prendre de bas en haut, qui permet de voir étape par étape comment on construit l'opérateur et comment on va l'utiliser. Donc, n'hésitez pas après le talk à récupérer le repo, me faire des PR s'il y a des choses qui sont pas claires, ou si, et bien sûr, parce qu'il doit y avoir certainement 2-3 coquilles qui traînent. Mais voilà comment un peu ça va se dérouler. Alors, on va commencer par du coup bootstrapper notre projet. Alors là où je vais un peu tricher, c'est que comme pardon. Il vaut mieux que je vais juste récupérer le bon commit. Ce sera beaucoup mieux. Hop. Voilà. Tac. Donc moi j'ai déjà bootstrappé le projet, donc je vais pas vous le rejouer. Maintenant ce qu'il faut voir, donc c'est dans le README, en fait le bootstrapping du projet, il est fait avec l'opérateur SDK. Alors c'est là où il y a une petite subtilité, c'est que je vous ai parlé du premier SDK qui fait du Go, du Helm et de l'Ansible. En fait, ce SDK permet d'être enrichi par des plugins pour pouvoir scaffolder d'autres types de projets que Go, Helm et Ansible. C'est ce qu'ont fait les équipes qui gèrent le Java Operator SDK. Ils ont rajouté une extension, un plugin qui permet de scaffolder l'opérateur écrit en Java qui va utiliser l'opérateur Java SDK. Donc du coup, il faut installer l'opérateur SDK. Et ensuite, en fait, c'est assez simple. On init, on lui dit, je veux init un projet de type Quarkus. Je lui mets mon domaine, mon petit nom, et en fait, il me crée toute une arbo. Et l'arbo, vous l'avez là dans VS Code. En fait, j'ai simplement une application properties. On y reviendra plus tard. On verra ensemble un peu ce qu'il y a dedans. J'ai un POM XML avec toutes mes dépendances Quarkus qui vont bien. Et j'ai un makefile parce que maintenant, en fait, on fait du makefile partout. Et puis 2-3 petits sujets. Alors,
J'ai mis dans le README un petit warning. Moi, à l'époque, il me générait un 270 pardon, final, qui avait un bug qui était référencé, qui faisait que ça ne démarrait pas. Donc moi, pour la démo, là, je l'ai downgradé en 2.6.3. L'idée, c'était, je voulais pas jouer à prendre la dernière version juste avant une démo. Ils ont fait des releases depuis, et donc du coup, moi, j'avais testé un peu en 2.7.3 final. Pour moi, c'est corrigé. Donc vous inquiétez pas, vous aurez certainement pas besoin de corriger, mais je vous le dis quand même, ça peut être ça. Du coup, là, on est déjà dans l'étape où on peut lancer notre Quarkus en mode dev. Donc on va laisser un peu Maven. Normalement, il ne doit pas télécharger trop la terre entière. Donc Quarkus démarre et j'ai une erreur. Alors, je sais qu'on dit souvent les erreurs normales des développeurs, mais là, pour le coup, j'ai envie de dire c'est le cas, c'est une erreur normale. En fait, vous avez vu, j'ai pas de code, j'ai rien, mais j'ai quand même l'extension Quarkus. Donc en fait, lui, il me dit juste, bah, t'es gentil, tu m'as dit que tu voulais faire un opérateur et tout ça, mais bah, j'ai pas de CRD, et j'ai pas d'opérateur. Donc ça marche pas. C'est normal. Donc du coup, on va tout de suite passer à l'étape juste d'après, qui est de dire la gestion de notre CRD. Donc pour ça, ça va être assez simple en fait. Donc je vais me mettre, j'avance dans mon histoire. Et donc là encore, c'est la dernière fois que j'utilise l'opérateur SDK d'origine, mais il va me permettre de créer des ressources et donc de créer mon API. J'ai le mot-clé Create API, ma version et son nom. Pardon. Et son nom. Et du coup, je sais pas pourquoi il est revenu. Voilà. Et du coup, il va me créer des classes derrière qui vont me mâcher le travail. Alors, vous avez peut-être fait attention en dessous, il y a Quarkus. Moi, c'est ce que j'appelais le Magic Quarkus Dev, en fait, qui a déjà redémarré. Il a vu que ça a changé. Et là, déjà, j'ai plus de rouge, donc déjà, ça sent meilleur. Je vais fermer le README parce que du coup, maintenant, on n'en aura plus besoin. Et je vais vous montrer ce qu'il a généré. Alors, en fait, il nous a généré 4 classes. Une classe qui représente le spec et le status de ma custom resource définition. Une classe qui représente mon opérateur, en fait, qui s'appelle reconciler, et une classe qui représente ma CRD. Donc les classes, il me les génère vides. Moi, pour la démo, je vous fais pas de status, c'est pas bien, il faudrait que je puisse en faire, mais là encore une fois, le timing étant un peu serré, je préfère assurer le coup et ne pas en faire. Donc il m'a généré une status, une spec vide. Moi, dans la spec, en fait, je suis dans mon hello world où je veux juste dire bonjour et puis le nom derrière. Donc là, c'est assez simple. J'ai un champ de type string, getter, setter, et c'est tout. Ma CRD, alors c'est là où on commence à rentrer dans la magic annotation et autres des frameworks en Java maintenant. On a défini sa version, son groupe. On étend la custom resource et on met nos deux types génériques qui représentent ma spec et mon status, et j'implémente namespace. Bon, ça c'est un point de détail. Et c'est tout. C'est une classe qui est vide. Moi, je l'ai jamais vu remplie. Et avec ça, en fait, j'ai défini ma CRD. Et effectivement, si on va voir dans le target, dans le répertoire oui, Kubernetes, on a ici un YAML qui a été créé. Je me retrouve avec tout le blabla que j'aime pas faire. Et surtout, je me retrouve ici avec mon name de type string. Et au final, moi, en tant que développeur Java, j'ai juste fait 3 classes qui sont plutôt light au final. Et il m'a renseigné mon opérateur qui pour l'instant ne fait rien, on va rajouter, mais en gros, qu'est-ce que c'est comme classe? Ça implémente reconciler et derrière ma custom resource définition. J'injecte mon client Kubernetes qui vient de Fabric8 qui va me permettre de faire des choses. Et puis derrière, j'ai une méthode à implémenter qui s'appelle reconcile, dans laquelle je lui passe ma ressource que je vais créer après. Alors on verra qu'au final, je peux vous le montrer tout de suite, j'ai une autre méthode que je peux implémenter, qui est la cleanup, mais qui a une implémentation par défaut. On l'implémentera tout à l'heure de toute façon, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, en fait, on voit qu'on a pas fait grand-chose, hein, mais il nous a quand même fait plein de trucs. Et l'autre chose plutôt sympathique que je voulais vous montrer, c'est que dans les properties, on peut s'amuser à faire 2-3 choses. Alors celle qui m'intéresse, c'est plutôt celle-ci, la Quarkus Operator SDK CRD Apply, que je mets à true moi en mode dev. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va me générer le fameux YAML, dès que je vais modifier soit mon spec, soit mon status, il me génère le YAML et il me l'apply dans mon cluster Kubernetes. Alors comme je peux partager que une seule appli, je me permets de vous le montrer directement ici. Je vais me connecter sur mon cluster. Je vais afficher
les CRD qui sont créés, et normalement, si voilà, et ici vous voyez, il m'a créé il y a 3 minutes 28 ma CRD. Et donc dès que je vais la modifier, en fait, il va se charger de me la mettre à jour. Ça c'est plutôt super sympa. Donc ça c'est pour vraiment la première étape de la génération de l'opérateur et surtout des CRD. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre intelligence entre guillemets du mode Hello World. Donc j'avance toujours dans mon histoire. Hop. Et donc là, alors ce qu'a changé, c'est pas grand chose, j'ai juste rajouté un petit peu d'intelligence, mais alors un tout petit peu, on est sur le Hello World. Donc en fait, j'ai rajouté un système out. Vous voyez, bon, j'ai mon petit Quarkus qui gère la crise pour se mettre à jour. Et puis en fait, je fais juste Hello World et puis j'affiche le champ name de ma ressource. Et puis sur le delete, je fais un goodbye. Donc au final, derrière, j'ai juste à créer une CR de test, donc qui est dans le package test ressources, hein, vous y aurez accès, où je lui dis, bah alors là, ça s'appelle Nginx opérateur, parce qu'au final, ça va être un opérateur pour Nginx, hein, on n'oublie pas, et je lui dis, ben le champ name, il vaut Cloud Sud 2022. Et donc là, maintenant, on va voir un peu comment tout ça, ça se comporte dans notre cluster. Donc, je vais juste reprendre mes anti-sèches pour les commandes. Hop là. Donc, on va se créer un namespace pour tester tout ça. Hop. Et on va créer notre première... on va appliquer la petite custom ressource que je vous ai montré. Alors, j'en passe sur le détail, sur les commandes cube, c'était la play parce que c'est du blabla. Et vous voyez que l'opérateur, en fait, a vu que j'ai créé une custom ressource. Et il l'a récupéré, il a appelé la méthode reconcile et il a fait ce que je lui ai dit de faire. Mais au final, moi, le code que j'ai écrit, hein, vous avez vu que j'ai juste fait system out, j'ai pas fait autre chose, j'ai pas géré ma boucle de réconciliation, c'était pas l'objectif. Donc j'ai vraiment rien à faire juste pour. Mais là, j'ai déjà toute la mécanique en fait, alors du pattern plutôt contrôleur pour le coup, mais en tout cas toute la mécanique de l'opérateur. Et bien sûr, si je la supprime, enfin je dis bien sûr si la démo a bien marché, si je la supprime, on voit encore ici dans le terminal que l'opérateur a repris la main et cette fois il est rentré dans la méthode cleanup et il m'a permis d'accéder à la ressource qui avait été modifiée. Donc là, voilà, l'idée c'était, ça fait à peu près une demi-heure qu'on discute ensemble, c'était de vous montrer les bases en fait du framework Java. Alors on est sur du Hello World, donc c'est ultra simple, mais en tout cas pour quelqu'un qui a besoin de faire ce style d'action et qui veut pas non plus soit faire du Go, soit faire de l'Ansible ou du Helm et qui est un peu effrayé par la mécanique Kubernetes, moi je trouve que le boulot qui a été fait sur le framework Java est super intéressant pour ça, parce qu'un développeur Java peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il peut faire de l'Ops, ça veut dire qu'il peut aider à, typiquement, on peut imaginer packager l'application qu'il est lui-même en train de développer. Donc allons un peu plus loin, on va aller jusqu'à maintenant donc gérer notre serveur Nginx. Donc on va avancer un petit peu. Alors le reconciler, on le verra tout à l'heure. Je vais surtout vous montrer d'abord mon spec. Mon spec, du coup, mon opérateur Nginx, il va faire quoi? On va lui définir un nombre de réplicas et un port sur lequel le service doit écouter le nombre de réplicas du serveur Nginx. Et puis, donc son taf, ça va être de toujours s'assurer que le port et le serveur, enfin que le port du service est le bon et que le nombre de réplicas sont les bons. Pour le réplica, bien sûr qu'on aurait pu jouer avec les ingress et tout ça. Là, c'est vraiment à titre d'exemple pour montrer qu'on va pouvoir le gérer. Vous avez vu que j'ai toujours pareil, mon petit Quarkus qui a fait le taf. Et au final, si je vais voir mon kubernetes.yaml, pardon, mon CRD, on voit qu'il m'a rajouté mon port et mon replica count. Et puis, si je vais par curiosité aller voir ici ma petite custom ressource, et elle est là, et que j'affiche son YAML, je vais mettre ça un peu plus grand, hop, et on se trouve que le port est le replica count, qui a été appliqué sur mon cluster de dev. Encore une fois, je suis sur du dev, donc c'est pas grave, et moi je trouve ça super pratique. J'en profite en passage, je sais pas si vous connaissez, moi j'utilise CanFS, c'est Philippe Charrière qui me l'a fait découvrir, alors ça doit être super connu par tout le monde, mais moi depuis que j'ai découvert ça avec lui il y a un an, je ne fais qu'utiliser ça quand je dois me connecter à mes clusters pour aller voir, donc j'utilise de moins en moins kubectl. C'était une parenthèse. Donc j'ai ma custom ressource.
forcément, je vais avoir, enfin, j'ai ma custom resource définition, pardon. Forcément, je vais avoir ma custom resource. Alors, ma custom resource, elle est assez simple, hein. Pour l'instant, je lui dirais, je veux un réplica et je veux le port 80. Voilà. Si on va voir l'opérateur, alors c'est là où j'ai rajouté un tout petit peu plus de mécanique, mais encore une fois, pour moi, ça reste simple. Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, je récupère le namespace de ma custom resource. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que je vais créer la custom resource dans un namespace. C'est dans ce namespace-là que je veux créer mes pods Nginx. Et ensuite, je vais utiliser des objets Fabric 8. Donc, vous voyez, le deployment, c'est un objet Fabric 8, et en fait, qui va me permettre de complètement construire et manipuler mes éléments dans Kubernetes et les appliquer ou les supprimer. Alors, je peux le faire et je vous montrerai après. Malheureusement, comme je ne peux pas switcher sur mon écran, je vous montrerai juste après la démo. Mais en fait, ils ont une cheat sheet sur leur GitHub Fabric 8 qui est juste magnifique, qui fait des pages et des pages et qui vous dit exactement comment construire et manipuler leurs objets, comment aller chercher un deployment, comment le modifier, comment le supprimer, etc. Moi, j'ai choisi d'utiliser à partir d'un fichier. Il y a deux modes en fait. On peut soit le construire en mode builder, donc on appelle vraiment des méthodes statiques à chaque fois et on fait, je sais pas, deployment.spec, .data, etc., etc. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont une petite méthode Marshall qui unmarshall et qui marshall, et donc qui va lire un fichier sur le disque pour le transformer en objet et qui prend un objet qui le transforme en manifeste. Donc moi, je trouve ça super pratique. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé. Et comme je triche, du coup, j'ai déjà mes ressources qui sont prêtes. Donc j'ai mon deployment Nginx qui est très très simple. Alors que je suis pas un bon citoyen hein, du déploiement puisque j'ai pas de ressources et j'ai pas de health check. Mais voilà, pour l'exemple, ça suffit largement. Et j'ai un service. Alors je vais être transparent avec vous. À l'origine, j'avais un service qui déclarait un load balancer. Il se trouve que mon cluster me fait des misères depuis quelques temps et il est assez aléatoire le temps de mise à dispo de l'IP externe qui va de 1 minute à 1 heure. Et donc pour la démo, je voulais pas risquer. Donc sur le repo, il y aura le paramétrage en mode load balancer. Là pour la démo, du coup, je crée juste un service interne pour pas et je l'expose pas en fait pour pas me retrouver dans une démo qui pourrait durer trop longtemps. Petite parenthèse. Donc si on retourne sur le code, une fois que j'ai créé mon objet en le chargeant à partir de mon deployment, en fait, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai accès à tous ces attributs, je vais aller mettre dans son spec ces réplicas, je vais les récupérer de ma ressource que je vais avoir créée, donc réplica count dans mon cas. Je lui mets le bon namespace et je lui dis, dans ce namespace-là, tu me crées ou tu me remplaces si tu en trouves un. C'est pareil, comme ça évite de se poser trop de questions. Le deployment. Typiquement en Go, ça, on ne peut pas le faire. En Go, pour l'avoir utilisé il n'y a pas longtemps, il faut d'abord s'assurer s'il existe ou pas. S'il n'existe pas, le créer. S'il existe, le mettre à jour, etc. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous ont un peu mâché le boulot, les personnes qui ont créé le framework. Le service, je fais exactement pareil, sauf que bien sûr, je fais le port. Alors, je me prends des petits raccourcis, hein, on est en mode démo, donc je sais que j'ai qu'un seul service, etc. Enfin, qu'un seul port, pardon, dans mon YAML, etc. Mais voilà, dans l'idée, il faudrait faire un peu plus de tests. Et la suppression, elle est hyper simple. Hein. Pareil, alors je fais des raccourcis, je me mets dans le bon namespace, je delete forcément parce que pour moi j'ai qu'un seul déploiement, et je fais pareil, j'ai un truc qui s'appelle Nginx service, donc c'est comme ça. Là, c'est la petite méthode où je vous parlais avec le unmarshall. Et une fois que j'ai ça, en fait, j'ai fini mon opérateur. En fait, j'ai fait tout le cœur de mon opérateur. Alors, on va quand même vérifier qu'il marche parce que, au final, ça se trouve, tout ce que je vous raconte, ça marche pas. Donc, je vais me créer un namespace où je vais pouvoir après créer ma CR. Donc, voilà, de manière très originale, un test Nginx opérateur. Je vous ai montré ma CR. Je peux lock. Tac, voilà, perdu. Je peux vous la remontrer. Donc là, je vais demander à créer ça comme ça. Et ben, je vais l'appliquer bêtement et méchamment. Non, si je me trompe dans le copier-coller, ça va pas. Voilà. Bêtement et méchamment. Hop. Normalement, mon opérateur ici commence à réagir. C'est bon signe. Alors là, il m'a mis un log. On va quand même aller vérifier tout ce qu'il m'a fait. Il m'a déjà créé le pod, alors c'est un Nginx, donc ça pop très très vite, et il doit normalement, si tout va bien, m'avoir créé mon service sur le port 80. Et là, au final, j'ai vraiment rien fait, quoi. Enfin, vraiment rien fait.
c'est mon opérateur qui a créé, j'ai juste codé l'opérateur, bien sûr. L'idée, c'est que, je vous ai dit, on doit pouvoir aussi, l'opérateur, lui, sa source de vérité, c'est la custom resource. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu jouer avec la custom ressource en elle-même. Donc hop, on avance dans l'idée de la démo. Et donc la démo, là, ce que je vais faire, je vais lui demander 2 pods et je vais lui demander d'être sur le port 8080. D'accord? Donc du coup, bah, à ce niveau-là, je vais réappliquer, en fait, tout simplement l'ACR tel que je l'ai créé ici. On voit ici dans les logs, toujours pareil, qu'il a détecté un changement. Et normalement, alors mon service, lui, a pas changé. Hein, on va juste aller voir. Ah si, pardon. Il est bien maintenant sur le port 8080 ici. Et puis si je vais voir mes pods, j'ai maintenant 2 pods. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est le boulot de l'opérateur. Et en fait, si je retourne sur mon opérateur, la boucle de réconciliation, moi je ne l'ai pas développée. Par contre, en fait, le framework m'a permis de s'assurer que ma méthode reconcile était bien appelée quand j'avais un événement qui arrivait sur ma ressource. Donc ça marche plutôt pas mal. Après, sur la fin là qui va nous rester, on va rajouter un peu d'intelligence. Là en fait, on est plutôt sur level 1, level 2 où on a créé un opérateur. On s'est un peu amusé en Java. En gros, ça va nous simplifier la vie, ça va nous simplifier le déploiement, mais c'est pas non plus entre guillemets un ops. Donc ce que je voulais voir avec vous, c'est si je me mets ici sur mon service et que je passe une petite commande qui va supprimer mon service. D'accord? Ouais, sauf que j'ai oublié. Si je mets pas le cas, ça marche moins bien. Donc je supprime mon service. Super, il est supprimé. Dans la vraie vie, on est d'accord que là, en fait, si j'ai un service qui est supprimé sur un Nginx, alors soit j'ai une super supervision, soit j'ai mes clients qui vont m'appeler en disant c'est bizarre, j'arrive plus du tout à accéder à mon application, etc. Et dans la vraie vie, ce qui va se passer, c'est que l'opérateur, pardon, l'ops, qui a la charge de cette application, il va dire ok, j'ai été prévenu parce que j'ai une sup et tout ça, et j'arrive, je refais déjà je débloque le truc, je crée le service, donc là mon service effectivement il se recrée, donc c'est cool, mais au final c'est quand même embêtant quoi. Et donc ce qu'on va faire, c'est que là on va rajouter un tout petit peu de code. Donc alors c'est essentiellement avec Fabric 8. J'ai pas été voir encore le détail, mais j'ai vu une conf il y a pas longtemps et a priori on va pouvoir maintenant avec le framework Java commencer à scruter et surveiller des éléments autres que ce qu'on avait là déclaré. Mais donc là, en fait, Fabric 8 nous permet ici de rajouter une notion de watcher sur n'importe quelle ressource, hein, quelle que soit la ressource que l'on a besoin de surveiller. Là, dans mon cas, c'est donc mon service. Je crée un watcher, donc une interface qui a 2 méthodes, donc une event received et une onClose. Le onClose, c'est essentiellement pour les erreurs. Dans le commentaire, j'ai mis des petits ah ben voilà. Et donc là, on l'a là. En fait, quand la ressource elle est créée depuis trop longtemps, en fait, on a des erreurs qui arrivent et qui sont du coup pas super cool. Donc en fait, derrière, ce qu'il faudrait, c'est soit les trapper et rien faire, soit faire une action derrière. Donc j'ai mis des liens, vous verrez, et ils expliquent un peu comment faire. Du coup, si je refais ma suppression de service, alors, je vais pas montrer le code, hein, mais en fait, c'est assez simple. Dans les event receive, on reçoit une action, et cette action, en fait, nous permet de savoir ce qu'on est en train de faire, enfin, quel type d'événement et quel type d'action on fait sur la ressource en question. Moi, dans mon cas, c'est si c'est delete, je mets un petit message et je recrée. Bon, c'est assez simple au final. Je supprime. Hop. Alors, comme j'ai mon watcher qui a déjà planté, je pense que mon effet démo, fallait bien que ça arrive. Alors, j'ai supprimé plutôt ma ressource. Je suis désolé, c'est forcément. Fallait un petit effet démo, sinon ça aurait pas été drôle. Je vais juste supprimer. C'est pas ça que je vais faire. Je
Je vais juste supprimer la ressource parce que là, du coup, en fait, le Watcher a été fermé. C'est pour ça que ça marche pas. Donc, je vais juste me permettre de supprimer la ressource. Comme on a un peu le temps, ça me permet, comme je suis pas trop en retard, enfin, je dis ça, mais à force, si je trouve pas. Voilà. Je vais supprimer ma ressource pour repartir. OK. Et je vais recréer une ressource. Voilà. Donc là, normalement, j'ai mon service. OK. Et si je resupprime kubectl delete et je veux supprimer mon service. Voilà, donc vous voyez dans les logs, on voit qu'il a reçu un événement delete, il est repassé dans ma méthode et il l'a recréé. Et du coup, si on regarde, ici, vous voyez, ça fait 10 secondes donc que mon service est créé. Donc là, en fait, j'ai vraiment rajouté une sorte d'intelligence que Cube n'a pas quand on supprime un service, ce qui est normal, hein, puisque l'idée, c'est pas normalement de le faire. Donc ça, c'était plutôt la version intelligente. Là, normalement, vous devez peut-être vous poser une question, c'est qu'est-ce qui se passe si je supprime en fait ma CR maintenant? Qu'est-ce que va faire en fait mon ops? Bah, du coup, on va voir qu'il va être assez, comment dire, il va faire du zèle en fait. Donc là, je supprime ma CR. Donc on voit qu'on est passé dans du delete. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme on lui a rabâché, on lui a dit, bah non, mais si ton service y tombe, tu le recrées. Et par contre, il m'a bien... pardon, je suis pas dans le bon truc. Allez. Voilà. Il m'a bien supprimé mes pods, il n'y a pas de souci, mais du coup, tout de suite après, il m'a recréé le service. Ce qui est normal, puisqu'en fait, c'est ce qu'on lui a dit. Donc là, en fait, c'est juste avant de passer après au packaging de l'appli, c'est juste pour éviter un peu l'effet jour de la marmotte. Je vous ai juste rajouté, hop, ici, en fait, le watcher, ça va devenir une variable d'instance et qui va me permettre que quand je suis dans ma méthode cleanup, je vérifie si j'ai un watcher, pardon, et si j'ai un watcher, je le close proprement, ce qui fait qu'il ne va pas se relancer, et du coup, ça permet de vraiment éviter qu'il recrée tout ça. Donc voilà, c'est juste penser à des petits trucs comme ça, c'est que quand on commence à jouer avec les événements, faut faire attention parce que du coup, ils vont être appelés à chaque fois, ils sont enregistrés vraiment en dehors de notre opérateur. Donc voilà, il est 11h15, il me reste du temps normalement, mais je suis complètement navet parce que je vois pas de chat, mais je présume que les orgas me le diraient. Du coup, si... Tac. Il nous reste un peu de temps pour pouvoir le déployer et faire un vrai, entre guillemets, un vrai opérateur déployé dans le cluster. Donc du coup, on va quitter le mode dev, on n'en a plus besoin, et on va basculer sur le packaging. Alors ça va être hyper rapide au final, parce que là encore, moi en Java, j'aime bien, je suis un peu feignant, j'aime bien quand il y a des choses qu'ils font pour moi. Et le framework nous mâche vraiment le boulot. En fait, tout va se jouer essentiellement au niveau de l'application Properties. Jusqu'à maintenant, on avait juste joué avec l'application automatique de la CRD. Et en fait, là, j'ai juste à mettre ici build true, il va me fabriquer l'image. Ça, c'est mon groupe dans GitHub. Le nom de l'image et le namespace où va être déployé l'opérateur en lui-même. Et si on veut customiser un peu, notamment les droits, moi c'est mon cas, j'ai un opérateur qui doit jouer avec d'autres namespaces et d'autres services que là où il va être. Donc du coup, il faut des airbags un peu particuliers. Il faut faire un répertoire Kubernetes et dedans un fichier kubernetes.yml, rajouter ses propres sécurités pour que l'opérateur puisse faire ce qu'il a besoin de faire. Et une fois que ça c'est fait, en fait, il n'y a plus qu'à packager. Alors je vais juste avant, bon, je vais pas le déployer, je vais
hop, faire un peu de ménage quand même. Tac. Donc c'est juste un mvn clean package. Alors il va utiliser, par défaut, il utilise Jib de chez Google pour fabriquer les images, donc ça se fait plutôt bien. Donc là il m'a fabriqué mon image. Hein, si, hop, pardon. Si je vais si je fais ça, ici on voit que voilà, il y a 16 secondes, il m'a fabriqué mon image telle que je l'ai demandé. Et puis bah, toujours pareil, il m'a créé un kubernetes.yaml où dedans il m'a mis toute la sauce qu'il faut pour créer les airbags, les services account, etc. Donc tout ça, moi j'ai pas à m'en soucier. Il m'a créé derrière à la fin mon deployment où on retrouve, si je vais le voir ici, mon opérateur. Et donc là, bah, j'ai plus qu'en fait à le déployer sur mon cluster. Alors je vais juste, il me semble pas avoir supprimé ma CR, je vais juste m'en assurer, histoire de pas trop. Ok. D'accord, très bien. Donc du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer le petit namespace où on va déployer notre opérateur. Donc, hop, hop, hop. On se crée le namespace. Derrière, la CRD est déjà existante. Donc du coup, moi j'ai juste à me créer. Je vais quand même vérifier que je ne l'ai pas supprimé, mais je ne pense pas. Elle est toujours là. Ok. Là, c'est mon opérateur. Et du coup, je vais juste appliquer en fait le kubernetes.yaml qui est généré dans le target. J'ai vraiment que ça à faire. Il va me créer vraiment tout ce qu'il a besoin de créer. Donc si je vais voir ici, bon, il est en train de me créer mon container, mais il m'a créé mes airbags, il m'a créé tout ça. Donc on va le laisser démarrer, mais avec Quarkus, normalement, ça va assez vite. C'est un peu le... Je vais augmenter ma fenêtre parce que du coup... Hop. Donc là, il a démarré. Et là, en fait, je me retrouve avec mon opérateur donc qui tourne tout seul, donc là, et qui est vraiment déployé avec les bons droits, enfin tout ce qui va bien. Et du coup, bah, de nouveau, je peux jouer et créer une CR qui va bien, la supprimer, etc. Comme je faisais tout à l'heure. Tac. Et vous voyez, voilà, c'est de nouveau, l'opérateur se déclenche. Si je vais voir dans le namespace de test, il m'a créé mes pods, etc., etc. Donc là, voilà, là, j'ai un vrai opérateur qui est déployé et qui vraiment fait tout ce que j'ai besoin qu'il fasse au final. Donc voilà pour la démo. Je crois qu'il me reste un petit peu de temps, donc du coup je vais conclure avec deux trois choses que je voulais partager suite à cette démo. Je sais que ça a été un peu vite, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet qui est plutôt jeune, mais qui est super actif. Donc ça c'est vraiment ce que j'aime bien. Et du coup, moi j'ai pu faire tout ce que j'avais besoin de faire avec. Donc j'ai pas eu de choses qui étaient impossibles à faire. Le mode local aussi qui est super intéressant parce que le debug en pas à pas et de pas avoir à redéployer toujours sur un cluster quand on veut faire des tests. Moi je trouve ça très sympa. La génération et la mise à jour des CRD qui à mon sens est ultra simple. C'est très orienté. Peut-être pour certains trop Quarkus. Après, Quarkus, c'est quand même juste un truc ultra cool. Donc, dire que c'est trop orienté, moi, je trouve ça pas trop orienté. Je trouve ça bien. Mais voilà, ça peut peut-être en rebuter certains. Et puis, bah, c'est du Java. Et donc, là-dessus, c'est super cool. Normalement, j'avais un dernier slide qui me permettait de me présenter. Je suis Stéphane Philippard. Donc, moi, je suis un baby DevRel à OVH Cloud, puisque ça fait 2 mois que je suis chez OVH Cloud. Je suis co-créateur d'un meet-up sur Tours, à Tadix, qui est autour du DevOps et de l'agilité et de plein de choses qui nous intéressent. Donc, n'hésitez pas à aller voir son CFP. Toute la démo sera accessible sur GitHub. Je vous partagerai les liens. Je me permets du coup dans le chat, parce que normalement c'était affiché à l'écran, de vous partager
un lien pour le feedback. Je veux bien votre retour. N'hésitez pas, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ça, je suis très intéressé. Et dans les slides, il y aura la partie, tous les liens que je vous ai montré rapidement. Je voulais vous